Bonjour, bienvenue dans J'ai un problème, le podcast indispensable quand on a tout essayé et qu'on veut avancer. Je suis Rebecca Recchi, coach professionnel spécialisée en souffrance au travail et je vous raconte ici les histoires d'Emmanuelle Piquet, thérapeute, autrice, fondatrice des centres à 180 degrés chagrin scolaire. Dans ce premier épisode, je vous raconte une séance de thérapie, puis dans le suivant, nous retrouvons Emmanuelle pour comprendre, décortiquer, décrypter ce qui s'est joué en séance, quels sont les freins, les blocages qui nous empêchent d'avancer. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Léa. Léa et son amoureux. Léa s'assoit et ses yeux rougissent dès qu'elle se met à parler à Emmanuelle. Ce sont mes collègues qui m'ont dit de venir. Je suis en stage dans un salon de coiffure et on s'entend toutes très bien. Et comme vous en avez aidé deux, je crois qu'elles ont pris rendez-vous pour moi. Parce qu'elles sont inquiètes pour toi, demande Emmanuelle. Je pense, oui. Parce que c'est vrai que je pleure tout le temps. Et des fois, c'est pendant une coupe, donc c'est vraiment gênant. Je suis obligée de laisser la cliente un moment pour aller dans la salle de service, me calmer, et c'est pas très pro. Mais le problème, c'est que je ne peux absolument pas contrôler mes larmes. J'ai même l'impression que c'est de pire en pire. Ça arrive à n'importe quel moment et ça dépend pas du tout de ma volonté. Je me dis même que si ça se trouve, plus tu essayes par ta volonté de t'empêcher de pleurer, et plus tu pleures, non ? Demande Emmanuelle. Ouais, c'est l'impression que j'ai. La patronne du salon est sympa, elle m'aime bien, donc pour l'instant elle ne dit rien, mais elle va finir par être blasée à un moment. Faut vraiment que j'arrête de pleurer, mais je sais pas comment faire. En même temps, dit Emmanuelle, je me dis que si tu es triste comme ça, c'est que il y a des raisons. Tu as envie de me raconter ou bien c'est trop dur ? C'est mon petit copain. Enfin, mon ex. En fait, il s'appelle Alexis. Et là, Léa se remet à pleurer. C'est fini depuis quand ? Depuis 2 mois. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Ça s'est passé vraiment brutalement parce que, enfin, Alexis a eu une enfance hyper dure et des fois, disons que, enfin, comment dire, c'était pas tout le temps, mais bon, parfois, il pouvait pas s'en empêcher. Il était violent avec toi ? C'est ça. Un peu, pas tous les jours, mais quand il était pas violent, il était super gentil. Si jamais d'ailleurs quelqu'un m'adressait ou me manquait de respect, il le remettait vite fait à sa place, comme il a 32 ans et que j'en avais 16 quand je l'ai rencontré. Il m'a vraiment fait découvrir plein de choses. Des choses que j'aurais jamais connues avec un mec de mon âge. Il m'a emmené à la mer, il m'a emmené au restaurant, faire du ski. Il me faisait des cadeaux. Il me rassurait quand j'étais en doute scolairement ou professionnellement. Il voulait même m'acheter mon salon de coiffure une fois que j'aurais passé mon bac pro. Ok, j'imagine en effet qu'il devait avoir plein de qualités pour que tu restes avec lui malgré ses actes de violence. Oui, je savais lorsqu'il allait me taper parce que il se mettait à tousser d'une façon spéciale. Alors il me disait « Je crois bien que t'as regardé 2 ou 3 mecs entre hier et aujourd'hui au salon, ou même à l'école. Donc tu vas un peu payer pour ça. Prends tes affaires. » C'était pas la peine de résister ou de dire que c'était faux, sinon c'était pire. Donc j'allais dans la voiture et il m'emmenait dans la montagne qui est près de chez nous et il m'attachait parfois à un arbre, toute nue, et il me donnait des coups de pied et c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Il me maintenait au-dessus du vide en criant qu'il pouvait me tuer s'il voulait, qu'il fallait que je sois beaucoup plus obéissante que ça. Ça le calmait de faire ça. Ensuite, on rentrait et il se mettait à pleurer. Il s'agenouillait devant moi et disait qu'il était désolé, qu'il recommencerait plus jamais, qu'il ne me méritait pas. Il était sincère, vraiment.
C'était impossible de ne pas lui pardonner. Sauf que la dernière fois, j'ai eu vraiment, vraiment, vraiment peur. Parce qu'il avait un couteau et qu'il me le mettait contre le cou. J'ai vraiment eu peur qu'il dérape. J'ai réussi à me dégager, j'ai couru comme une folle jusqu'à la voiture et j'ai envoyé un SMS à mes parents. Mon père est arrivé 5 minutes après, je m'étais cachée derrière un arbre. J'avais tellement peur. Ils se sont battus, ça a été horrible. Moi, j'étais encore toute nue, j'essayais de les séparer parce que j'avais peur que mon père lui fasse mal. Je lui disais « Arrête, papa, arrête, il l'a pas fait exprès. » Et la police est arrivée. Elle les a séparés, je me suis rhabillée et nous nous sommes retrouvés tous les trois au poste. Les policiers nous ont posé des questions et j'étais tellement mal de devoir tout raconter devant mon père. Donc j'ai pas tout dit. Surtout que ils peuvent pas comprendre Alexis. Ils connaissent pas son histoire. J'ai quand même raconté ce qu'il m'avait fait en gros. Alors ils étaient hyper choqués. C'est vrai que raconter comme ça, sans connaître son histoire de vie, c'est hyper choquant. Ma pauvre Léa, ça a dû être affreux de vivre cette scène terrible. Oui, et depuis, je me sens vraiment mal tout le temps. Elle se tait, elle est immobile. Et Emmanuel poursuit. Il te manque, c'est ça? Léa relève la tête et sourit. Vous êtes la première à me poser cette question en 3 mois. Tout le monde me dit que je dois être super soulagée, que ça se soit arrêté. Tout le monde dit, je comprends que tu pleures en pensant aux choses horribles qu'il t'a fait subir, c'est vraiment monstrueux. Tu dois te sentir comme sortie de prison. D'une certaine façon, c'est vrai, parce que évidemment, depuis 3 mois, je peux revivre, porter les fringues que je veux, je peux me dénouer les cheveux, montrer mes tatouages. Je peux parler avec n'importe qui, même si des fois, j'ai encore peur quand je parle à un garçon, comme s'il était encore là, comme s'il allait encore me punir. Mais il me manque, oui, horriblement. Ça me fait du bien de vous le dire. Je crois que j'ai même pas osé me le dire à moi-même pendant ces 3 mois. Aussi, j'ai peur parce que on va se voir au tribunal dans un mois. Et j'ai vraiment peur de craquer en le revoyant. Je sais qu'il ne faut pas que je recommence une relation avec lui, mais je sais aussi l'effet qu'il me fait. Et je m'en veux parce que je me dis qu'il va peut-être faire de la prison à cause de moi, que le juge va pas comprendre son enfance, tout ça, tout ça. Mais évidemment, je peux en parler à personne. Parce que je sais aussi que tout le monde répondrait que ça serait bien fait pour lui, et que je suis vraiment une conne de me faire du souci pour lui. Et donc, si je comprends bien, c'est comme si, sans le vouloir, tout le monde t'interdisait d'être en chagrin d'amour parce que, finalement, c'est une bonne chose pour toi que tu ne sois plus en couple avec lui. Oui, c'est exactement ça. Je suis en plein chagrin d'amour, mais je n'en ai pas le droit. Bon, donc nous allons déjà lui laisser de la place, tranquillement, à ce chagrin, pour qu'il puisse s'exprimer à la hauteur de ta peine, d'accord? Puis nous parlerons du tribunal. Oui, mais il ne faut surtout pas que ma mère s'en rende compte parce que déjà qu'elle est super énervée que je lui ai rien dit pendant 2 ans et aussi que je me sois interposée pour le défendre. Alors là, si elle entend parler du chagrin d'amour, elle va me jeter dehors. Tu as raison, il va falloir le faire discrètement. Je te propose de le faire tous les matins dans ton lit quand tu te lèves. Tu fais sonner ton réveil, 1/2 heure à peu près avant l'heure normale, tu vas prendre ta douche pour être en forme et là, tu vas sélectionner les plus beaux souvenirs de ta relation avec Alexis. La rencontre. L'instant où tu as vu la mer. Une journée au ski ou tout autre souvenir. Une fois que tu as sélectionné les images qui te semblent le plus symboliques, ce que cette histoire a eu de beau, tu les encadres un peu comme on ferait pour préparer une exposition. Tu les agrandis le plus possible dans ta tête pour les transformer. Tu prends ta demi-heure tous les matins pour les contempler en te disant cette phrase très triste. Ces moments-là n'auront plus jamais lieu. Et tu laisses tranquillement tes larmes couler si elles viennent. Si elles ne viennent pas, tu te laisses juste envahir par la tristesse que les images créent chez toi. Et puis, une fois que ton portable sonne pour te dire que la demi-heure est écoulée, tu te lèves, tu t'habilles et tu commences ta journée.
C'est comme ça que tu rendras le mieux hommage à l'histoire d'amour qui est pour l'instant la plus importante de ta vie. Et si ça te va, on se voit dans une semaine pour parler de la suite. Léa revient une semaine plus tard, et ses yeux sont déjà beaucoup moins gonflés. Alors, tu as pu faire l'exercice du musée des souvenirs avec Alexis, demande Emmanuel. Oui, répond Léa, tous les jours. Mais je me suis rendu compte le premier jour que une demi-heure, ça suffirait pas. Donc, je me suis calée à 45 minutes. Bravo, félicitations. Et comment te sens-tu? Je ne pleure plus au salon. Ça fait déjà 2 ou 3 jours, donc c'est bien. Mais je me sens vide, comme abattue. Et puis le tribunal, c'est la semaine prochaine. J'ai hyper peur de craquer à nouveau. J'ai l'impression de combattre contre moi-même. C'est super bizarre. Ouais, c'est logique que tu te sentes vide, Léa. Ton chagrin est en train de te quitter et il prenait beaucoup de place, tu t'en souviens? Et pour le tribunal, c'est logique aussi. Tu as 2 Léa qui se battent à l'intérieur. Une Léa qui dit « Oh là là, je vais le revoir et je n'aurai qu'une envie, me jeter dans ses bras. » Dire au juge que je retire ma plainte. Et puis partir avec lui, loin. Ouais, celle-là, je l'entends bien. Mais celle-là, je n'en parle qu'avec vous. Parce que ce serait absolument incompréhensible pour n'importe qui d'autre. C'est une sage décision d'adapter ses propos à ses interlocuteurs. Tu as raison, Léa. Et une autre Léa dit tout de même « Mais tu es dingue ou quoi? T'es totalement à la masse, ma pauvre. Tu veux te retrouver à nouveau toute nue en haut d'un précipice avec un couteau sur la gorge ?» Voilà. Et je sais bien que la deuxième Léa n'a pas tort. En plus, elle dit exactement la même chose que toutes les personnes raisonnables de mon entourage, mes parents, mes copines, mon avocat. Mais juste après, il y a la première Léa qui revient. Et elle me dit à l'oreille, peut-être qu'il a changé, peut-être que les flics, le tribunal, le fait de plus me voir, peut-être que ça lui a fait tellement peur et mal qu'il a décidé de changer. Peut-être, poursuit Emmanuel. Ou peut-être pas. Il faut que nous nous préparions en tout cas toutes les deux, et surtout toi, à l'éventualité que tu crains et qui est tout à fait possible qu'il parvienne à te séduire à nouveau, et que tu recommences une vie de couple avec lui. Donc, imaginons que pendant le procès, Alexis dise à tout le tribunal à quel point il est désolé, qu'il n'était absolument pas lui-même quand il a fait ça, qu'il s'en voudra toute sa vie de t'avoir perdu à cause de ça, et que il s'engage à suivre une psychothérapie pour parvenir à mieux gérer les conséquences de son enfance malheureuse. Ouais. Bon, imaginons que il n'ait que du sursis, une amende, et qu'à la sortie du tribunal, il ait cet irrésistible sourire en te regardant, que tu sois prise du désir intense que tu connais, de le suivre jusqu'à chez lui, et que votre histoire recommence. Oui? Alors, imaginons que la vie commune reprenne et qu'il te demande à nouveau de nouer tes cheveux, ou de ne plus mettre ce t-shirt qui moule trop tes seins, ou de lui jurer que tu ne parleras jamais à un autre garçon, en tout cas pas en dehors de sa présence. Que lui répondras-tu? Je ne sais pas, dit Léa. Parce que, tu vois, poursuit Emmanuel, ce dont je suis absolument certaine, c'est que si jamais tu te soumets à nouveau, il recommencera à t'imposer son point de vue puisque ça marche sur tout un tas de sujets qui l'inquiètent, lui, pour tenter ensuite, comme il l'a fait, de contrôler tes pensées et tes actes en te punissant par principe. Pour contrôler les pensées d'une personne, il n'y a qu'une solution, Léa, la tuer. Le fait même que tu te soumettes lui donne en quelque sorte la permission de continuer et au bout du compte d'aller jusque-là comme c'est presque déjà arrivé. Mais évidemment, au stade où en était votre relation, tu n'avais plus vraiment le choix de ne plus te soumettre parce que la violence était à son paroxysme et que c'était trop risqué pour toi. Ah ouais, mais alors il faudrait que je lui réponde quoi alors? Ben, pour le t-shirt ou les cheveux tirés, tu pourrais répondre par exemple « Je crois avoir compris ce qui a bousillé notre relation, Alexis. Que tu tentes de me contrôler et que j'accepte que tu contrôles ma tenue, mes relations et même mes pensées. Donc, je vais garder ce t-shirt et laisser mes cheveux dénoués.
Si ça ne te plaît pas, ce n'est même pas la peine qu'on essaie de reconstruire quelque chose. Et je m'en vais tout de suite. Attention, hein. Attention Léa, c'est vraiment au premier tout petit contrôle de sa part qu'il faudra dire ça. Parce que si tu commences à te dire que ce n'est pas très grave de renoncer à du vernis ou du parfum parce que tu l'aimes, alors là, la mécanique va immédiatement se réenclencher. Et comme tu le sais mieux que personne, à un moment donné, c'est trop tard, c'est allé trop loin, on peut plus faire marche arrière, c'est trop risqué. Par exemple, pour les garçons, tu pourrais dire « Je comprends que ça te fasse peur. » Parce qu'évidemment, je croise des garçons à l'école ou au travail, et certains me draguent. Donc, ça pourrait arriver que je tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais c'est un risque qu'il faut que tu prennes si tu veux que nous recommencions quelque chose, parce que j'ai décidé que je parlerai avec qui je veux, quand je veux, que cela te plaise ou pas, et de prendre le risque en effet d'être séduite par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il répondrait à ton avis? Il dirait que c'est pas avec une femme comme ça qu'il veut vivre. En effet, c'est fort probable. Mais moi, j'ai pas du tout envie de revivre cette terreur-là, dit Léa. Je comprends, dit Emmanuel. Au tribunal, Emmanuel rapporte que Léa est tombée sur un Alexis en couple avec une nouvelle très jeune femme. Il avait l'air très en forme, et dans la mesure où aucune preuve formelle des violences infligées pendant 2 ans n'a pu être apportée, Léa n'en ayant jamais parlé à personne et encore moins porté plainte, elle a été traitée d'affabulatrice par la partie adverse, qui a donné une version révoltante de ce qui s'était passé dans la montagne le soir de la rupture. Il a donc été relaxé et Léa a eu droit à une leçon de morale à propos du mensonge. La colère immense qu'il a saisie a fait disparaître définitivement ce qui pouvait rester de son chagrin d'amour. Elle sait maintenant comment faire la prochaine fois qu'un conjoint tentera de la contrôler. On a terminé cet épisode de J'ai un problème. On se retrouve tout de suite avec Emmanuel dans l'épisode suivant pour décrypter, comprendre ce qui s'est joué pour Léa et comment on fait pour calmer un chagrin d'amour qui nous empêche de passer à autre chose notamment. À bientôt.